Bonjour, je m'appelle Julie Artis, je suis Chief Happiness Officer et facilitatrice en bien-être au travail. J'ai lancé ce podcast dans le seul et unique but de vous aider à devenir acteur du bien-être au travail. Au travers des épisodes, je vous partage ma vision, des conseils pratiques, des expériences pour vivre le travail de façon plus positive. Je vous emmène aussi à la rencontre de personnes qui ont décidé de faire du bien-être au travail leur mission au quotidien. Elles vous partageront leurs clés pour créer un monde du travail plus humain. Enfin, Génération CHO, c'est aussi un podcast qui vous permettra de découvrir le passionnant métier qu'est celui de Chief Happiness Officer, bien loin des clichés du bonheur au travail que l'on voit souvent dans les médias. Génération CHO, c'est un podcast que je publie tous les mardis et vous retrouverez toutes les notes de l'épisode sur mon site julieartis.com. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les nouveaux épisodes. Et si vous venez juste de me rejoindre, alors bienvenue! Je vous invite à écouter l'épisode 0 où je me présente un peu plus en détail. Dans ce podcast, mon but est vraiment de vous donner de l'énergie et vous inspirer à passer à l'action. Alors, prêt à faire partie de la génération de ceux qui choisissent le bonheur au travail ? Installez-vous confortablement pour l'épisode du jour, c'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Génération CHO. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler philosophie et plus particulièrement philosophie Feng Shui. Vous le savez, en tant que facilitatrice en bien-être au travail, je suis constamment à la recherche de nouveaux outils ou des méthodes qui nous permettent de bien vivre notre quotidien professionnel. Et le Feng Shui apparaît comme être un vecteur très intéressant pour vivre plus d'harmonie dans son espace de travail. Alors j'espère vraiment que ce sujet vous inspirera. Et pour en parler, j'ai comme invité Laurence Zarka. Bonjour Laurence. Bonjour Julie. Alors Laurence, tu te présentes comme énergéticienne de lieu, tu es experte en Feng Shui et donc depuis plus de 10 ans, tu œuvres en tant que consultante en Feng Shui. Tu interviens auprès des entreprises, des collectivités et des particuliers. Tu proposes aussi des conférences et des formations sur des thèmes qui sont liés à l'énergétique des lieux. On va parler de tout ça, de géobiologie, de Feng Shui, de géométrie sacrée. Tu as un site internet d'ailleurs où on pourra retrouver toutes ces informations et ton activité qui s'appelle Équilibre, et je mettrai bien entendu tous les détails en barre d'infos de ce podcast. Et tu es aussi passeuse du bonheur au travail à la Fabrique Spinoza. La Fabrique Spinoza, bien entendu, qu'on ne présente plus si vous écoutez le podcast, qui est le mouvement du bonheur citoyen. Et donc, on avait échangé un petit peu toutes les deux au préalable et tu me disais que depuis quelques années, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à avoir recours assez technique Feng Shui pour l'aménagement de leurs locaux, pour travailler sur toutes ces questions d'ambiance de travail, d'autant qu'on sait qu'aujourd'hui, appliquer des méthodes Feng Shui dans les espaces de travail nous permet d'être plus concentrés, plus créatifs et plus productifs. Alors, on va échanger sur tout ça ensemble. Encore un merci d'être mon invité aujourd'hui. Je suis ravie de t'avoir pour échanger sur ce sujet passionnant. Et comme première question, Laurence, j'aimerais déjà savoir comment tu en es venue, toi, personnellement, à ce sujet du Feng Shui. Oui, alors je te remercie Julie, moi aussi je suis enchantée d'être là avec toi et je te remercie de l'invitation. Comment je suis venue au sujet du Feng Shui? Comme beaucoup, par une expérience personnelle. Il y a quelques années, j'avais acheté un appartement dans lequel je me voyais vivre avec mon conjoint. La vie a fait que nous nous sommes séparés et je cherchais des outils pour vivre quelque chose de différent que ce que j'avais projeté dans le même lieu. Et la synchronicité de la vie a fait que je suis rentrée dans une librairie et que j'ai attrapé cet ouvrage qui est L'harmonie de la maison par le bien-être de Karen Kingston et qui a révolutionné ma vie. D'accord. Et alors, comment du coup, ton cheminement s'est passé ? Tu faisais quoi avant de t'intéresser à tout ça et du coup, devenir experte de ce sujet ? J'étais dans quelque chose d'un peu plus cartésien. Je travaillais à la banque
dans une grande banque nationale. Et ce sujet du feng shui a commencé en fait, comme je l'ai expliqué, par entrée d'une expérience personnelle. J'ai commencé à l'appliquer, à voir à quel point ça avait des effets dans ma vie. Et j'ai proposé de l'appliquer chez mes amis, dans ma famille, en disant mais c'est formidable, j'ai découvert un truc extraordinaire. J'étais très enthousiaste de cette découverte et j'ai vu les effets concrets et assez rapidement, j'ai décidé d'en faire ma profession. Et en plus, à l'époque, donc ça remonte à un peu plus de 10 ans, hein, c'est ça? 20 ans, 20 20 ans, ans. oui. Donc c'était assez novateur, j'imagine, à l'époque. Comment les gens réagissaient quand tu parlais de Feng Shui? Ah ben, à l'époque, les gens, ils connaissaient même pas le terme en fait, hein. On savait pas le prononcer. On disait feng, feng. Mm. C'était vraiment très éloigné. C'est vrai qu'il y a eu une prise de conscience ces dernières années extraordinaire qui a permis à chacun de se sensibiliser à ces notions de bien-être, d'énergie et qui font que on s'est tourné vers le yoga, vers le développement personnel et évidemment quand on recherche à aller mieux, on joue à la fois, comme le disait Platon, sur le corps, mais sur le lieu. On va regarder où on vit. Et en plus, bon, c'est vraiment une méthode qui est millénaire, qui est d'origine chinoise, c'est ça, si je dis Oui, pas de bêtises? Ouais. tout à fait, tu es bien renseigné. Ah, Ça a plus de 3000 ans, en fait, le ah feng oui. shui. Et c'était à l'origine un peu comme les Égyptiens pour créer la prospérité dans une vie dans l'au-delà. Pendant la période de Mao, les maîtres feng shui ont été chassés parce qu'il y avait cette conscience de ce savoir ancestral et de tout ce que ça pouvait représenter comme connaissance sur la vie. Et donc, ils ont quitté la Chine et c'est pour ça que maintenant, la capitale mondiale du feng shui, c'est Hong Kong. D'accord, ok. Mm. Et c'est un sujet qui est intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, on s'ouvre de plus en plus à tous ces sujets de développement personnel, d'énergétique, et Mm. on se rend compte que finalement, il y a des choses qui sont presque ésotériques, même mystiques, j'ai envie de dire. Et l'énergie, c'est quelque chose qui est très peu palpable, c'est pas vraiment concret, mais par exemple, voilà, quand on rentre dans une pièce, on sent par exemple que l'ambiance peut être lourde et c'est pas quelque chose qu'on peut définir, mais qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous. Et du coup, le feng shui, ça permet de travailler sur tous ces flux énergétiques positifs et négatifs, en fait. Comment tu pourrais le définir, Oui. toi, le feng shui? Eh ben, franchement, littéralement, feng shui, ça veut dire vent et eau. Et là, on voit bien que le vent, on est dans quelque chose d'invisible et l'eau, on est dans quelque chose de visible. Donc, il y a ces deux côtés. Et à la fois, surtout ici à Avignon, en Provence, on sait bien que le vent, tout en étant invisible, ça a un effet considérable sur la matière. Oui. Et donc, vraiment, juste la traduction suffit à expliquer pour moi ce côté visible et invisible qui est partout. On vivait dans une société où, en fait, on ne donnait pas la place à cet invisible. C'est une question de culture. On nous a jamais appris à poser des mots dessus. C'est formidable ce qu'il arrive depuis ces dernières années où, justement, maintenant, on se dit, ce que je ressens, je peux lui donner toute crédibilité et finalement, c'est ça mon baromètre le plus important. Et en fait, ça me fait penser à la dualité un peu yin-yang, ombre et lumière. Enfin, Mm, c'est un peu, ça touche un peu à tous ces sujets-là. Comment, oui. ça a été quoi, toi, ton cheminement? Tu t'es formé à ce sujet-là avec des grands maîtres du Feng Shui? Comment ça s'est passé? Oui, en fait, ça s'est passé progressivement. Je t'avouerai qu'il y a 20 ans, quand j'ai fait cette découverte et que j'ai commencé à feuilleter ce livre, c'était quelque chose d'assez physique, assez visible, et je ne pensais pas que ça allait m'amener sur quelque chose d'aussi invisible. Donc, ça a été aussi progressif pour moi parce que c'était un monde que je ne connaissais pas. Je n'ai pas été élevée dans une famille où on parlait de ce genre de choses.
Et petit à petit, j'ai vécu aussi des expériences de vie parallèlement à ça qui m'ont fait beaucoup progresser et vraiment aller vers ce monde invisible. J'ai perdu mon mari il y a quelques années et ça a été une épreuve qui m'a vraiment aussi fait basculer dans ce monde invisible. Et je me suis rendu compte à quel point ça avait de l'influence dans notre monde. J'ai donc fait des formations à la fois avec des maîtres qui étaient dans quelque chose de plus visible, comme dans des écoles. En fait, il y a beaucoup d'écoles différentes en Feng Shui, un peu comme dans le yoga, qui vont aller dans quelque chose de plus ou moins visible et invisible, et de plus ou moins occidental et oriental, j'allais dire. Parce qu'il y a tout un enseignement chinois avec l'astrologie chinoise qui va être très riche en Feng Shui. Et puis, il y a toute la partie géobiologie que tu as évoquée tout à l'heure et qui est aussi très présente et qui est plus occidentale pour nous. C'est quelque chose qu'on connaît mieux. Voilà. Mais c'est vrai qu'en Occident, on a quand même pas mal de retard par rapport aux cultures asiatiques, j'ai l'impression, sur tous ces sujets liés à l'énergie, et se dire que finalement, on n'est pas juste un corps et de la matière, on fait partie aussi d'un tout. Et c'est le Feng Shui, j'imagine, nous permet de nous connecter à ça aussi. Tout à fait, ça fait partie des approches holistiques et donc ça prend tout en ligne de compte. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tu disais que tu étais dans le secteur bancaire. Qu'est-ce qui t'a fait basculer où tu t'es dit, bah, j'arrête et je décide de me consacrer complètement à ce sujet? Ça là aussi, ça s'est fait progressivement, c'est-à-dire quand j'ai compris que c'était un mode de vie en fait, c'était pas juste une activité professionnelle, mais c'était en train de transformer toute ma vision du monde et toute ma vie. Il fallait après que j'ai un alignement en fait dans ce que je faisais par rapport à toutes ces nouvelles notions que j'intégrais et qui transformaient ce que je voyais autour de moi parce que mon regard posé sur les choses était différent. Il m'a semblé après vraiment important de le vivre entièrement, c'est-à-dire à la fois au niveau personnel et professionnel. J'ai l'impression de façon générale, quand on décide de quitter un travail pour aller vers un autre, voire se reconvertir totalement sur un autre sujet, c'est souvent lié à des questions de désalignement en fait, par rapport à ce qu'on vit. Oui, tout à fait. Confucius disait, choisis un métier que tu aimes et tu ne travailleras pas un seul jour de ta vie. Et oui, citation bien connue. Voilà. Absolument. Et donc, tu œuvres donc depuis de longues années maintenant en tant que consultante en Feng Shui. Oui. Et tu interviens notamment auprès des entreprises. Comment ça se passe? Et c'est quoi un petit peu la vision des entreprises sur ce sujet? J'imagine que ça évolue aussi avec le temps et qu'elles sont de plus en plus ouvertes. Comment ça s'est passé au fil des années pour toi, ces interventions d'entreprise? Oui, alors au début, c'était en effet des chefs d'entreprise qui étaient eux-mêmes dans une démarche de développement personnel qui me contactaient. C'était des secteurs souvent liés à des activités de thérapeute ou des salons de massage, des instituts de bien-être. Et puis, c'est vrai que toutes ces valeurs de bien-être au travail, de QVT, de RSE, de donner du sens, on est en train de faire vraiment une mutation au niveau du monde du travail. Je crois que tu l'évoquais d'ailleurs tu avais reçu Fabienne Boucaré, vous parliez un petit peu de ça, de cette mutation du secteur du travail. Et donc maintenant, il y a de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent à ça en se disant, mais oui, c'est un formidable levier pour la QVT. Et en effet, parce que le Feng Shui va influencer 8 des 12 critères du bien-être au travail. Donc, c'est considérable. Tu peux nous citer lesquels? En fait, il y a les conditions de travail, il y a l'organisation du travail, la relation au temps. Il va y avoir évidemment le lien avec ses collègues, parce que quand on est bien dans un bureau, on aura plaisir à partager avec les autres.
des valeurs éthiques qu'on retrouve beaucoup dans le feng shui. Voilà. Et donc, il y a des petites comme des grandes entreprises aujourd'hui qui ont recours au feng shui. Et donc, en préparant l'épisode, tu me disais aussi qu'il y avait de plus en plus de multinationales aussi qui s'intéressent à ce sujet-là. Oui, tout à fait. Alors, ça m'a fait sourire parce que j'ai retrouvé il y a quelque temps un article qui datait de 92 et qui parlait d'entreprises comme British Airways, Accor, Sephora, France Télécom qui avaient recours au feng shui. Ah ouais. Donc, en fait, j'allais dire, c'est un peu comme les recettes de cuisine, tu vois. Ça fait longtemps que des entreprises et même des entreprises françaises y ont recours, mais comme les bonnes recettes, on ne les donne pas. Oui, et puis peut-être que les entreprises osent pas trop aussi peut-être parler de leur volonté de s'intéresser à cet axe-là qui peut paraître un peu ésotérique pour beaucoup. Oui, ben, je crois que tu as bien raison, le regard a changé et maintenant on ose parler de ça alors qu'autrefois, bon, il valait mieux pas le dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Et alors, comment ça se passe, le feng shui? Comment on travaille dessus et notamment sur les espaces de travail? Alors, c'est intéressant. Moi, le feng shui, je sais que c'était pas mal plébiscité pour effectivement vivre plus en harmonie à son domicile. Bien C'est sûr. vrai qu'on peut tout à fait l'étendre aux espaces de travail et surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, bah, notre espace de travail pour beaucoup, bah, c'est le domicile. Donc, c'est d'autant plus intéressant de s'interroger sur bah, comment on peut mettre en œuvre des techniques de feng shui pour être bien, tout simplement. Ouais. Comment on travaille dessus? Comment ça se passe? Ben, en fait, on va rétablir le souffle. On dit, l'autre nom du feng shui, c'est l'acupuncture de l'espace. Et D'accord. en fait, on va vraiment veiller à ce que ce souffle circule correctement dans les lieux. Il y a un livre en ce moment que je suis en train de lire de Stéphanie Briand qui s'appelle le souffle, le super pouvoir de la transformation. C'est pour le corps, mais en fait, le feng shui, ça serait ça pour le lieu, si tu veux. C'est le D'accord. super pouvoir de la transformation en jouant vraiment sur ce qu'on appelle en feng shui le qi, qui correspond au souffle. Voilà. D'accord. Donc, on va veiller à faire circuler cette énergie et évidemment, en fonction de ce qu'on a à vivre, on va peut-être l'activer ou la ralentir. C'est-à-dire qu'en effet, dans des espaces privés, dans une maison, on ne va pas avoir besoin de la même qualité énergétique que dans un lieu de travail où on va dire en feng shui qu'on a besoin d'une énergie un peu plus yang. On va avoir besoin de quelque chose d'un peu plus extérieur, un peu plus en action, si tu veux, un peu plus vif, alors qu'à la maison, on va avoir besoin de quelque chose qui va nous aider à nous ressourcer, à nous reposer. Voilà, donc on va jouer sur cette énergie et pour ça, on va utiliser les 5 éléments qui est la base du feng shui, mais aussi les couleurs, les matières, enfin voilà, tout va se décliner à la fois en yin et yang et à la fois en éléments. D'accord. Et alors, pour ceux qui aimeraient mettre en place des choses dans leur environnement de travail, est-ce que il y a des bonnes pratiques, des choses à faire, des choses à ne pas faire? Alors, quand je te dis ça, je pense à cette expression qui est quand même bien connue où on dit souvent, oh, mais non, ça, c'est pas feng shui. C'est comme Oui. une expression qui est entrée dans l'usage. Moi, je sais que, par exemple, j'ai cette croyance de me dire si je mets des choses sous mon lit, ça empêche les énergies de circuler et du coup, ça me donnera un mauvais sommeil. Et c'est vrai. C'est vrai, ouais. Oui, tout Et à fait. est-ce que du coup, tu as des bonnes pratiques à nous partager qui permettraient d'améliorer justement cette circulation de l'énergie, nous permet d'être bien dans nos espaces? Oui, la première des choses, finalement, c'est des choses assez basiques. Ça va être d'aérer, ça va de faire rentrer ce qi en aérant régulièrement la pièce. Ensuite, ça va être ce qu'on appelle maintenant un peu, et je sais que tu t'y intéresses, ces approches de biophilie, c'est-à-dire faire rentrer vraiment le vivant dans le lieu. Et ça, c'est quelque chose d'important au niveau du travail parce qu'on s'est vraiment un peu coupé
de cette matière vivante. Donc, faire rentrer le végétal, soit en réel, soit en symbolisme, c'est vraiment des choses qui vont nous permettre d'être mieux et qui va s'appliquer à tout le monde. Ok. Ensuite, on pourrait aussi parler de la position du bureau. En Feng Shui, on va parler de tortue et de phénix, c'est-à-dire qu'on va toujours veiller à savoir qu'est-ce que j'ai dans le dos, sur quoi je m'adosse. Est-ce que j'ai une fenêtre derrière moi et ça serait assez inconfortable parce que j'aurais toujours la sensation d'être en insécurité. J'appelle ça la position du chevalier, tu sais. C'est-à-dire, il faut voir avant d'être vu. Et si tu as un couloir, une porte dans ton dos, ben, tu n'es pas bien pour travailler. Ça, c'est la tortue. Il faut que tu sois adossé. Et à l'inverse, le phénix, c'est ce qui est devant toi. Ça représente le futur en Feng Shui. Et donc, il faut avoir le phénix le plus dégagé possible pour que tu aies vraiment la sensation que l'avenir t'appartient, en fait. Donc ce serait, ouais, c'est intéressant. Moi, je sais à titre personnel que je déteste, j'ai beaucoup de mal à avoir un bureau, par exemple, qui est face au mur. Je me sens complètement étouffée. Et moi, j'aime avoir une grande vision autour de moi. Mon bureau à la maison, par exemple, est ouvert sur le salon et il n'est pas du tout contre le mur. Et j'ai besoin d'avoir cette vision, cet espace. Ça me fait me sentir beaucoup plus créative. Ouais. Et après, est-ce que ça diffère selon les personnes aussi? Ce serait quoi, du coup, la position idéale d'un bureau, alors? Ça, c'est vraiment une règle de base, c'est pour tout le monde pareil. D'accord. On peut appeler ça aussi la position du fauteuil, c'est-à-dire que pour tous, on est la même chose. Je prends souvent cet exemple. Quand tu vas dans un restaurant et qu'on te dit choisissez votre table, ben toi, tu vas aller au bout de la salle, une table où tu auras le plus de vues possible sur l'ensemble de la salle. Et puis, si à côté, tu peux être adossé avec une ou deux tables pour pas te sentir esselé, c'est cette table-là que tu vas choisir. Et on fait tous pareil. C'est vraiment une espèce d'instinct. C'est la position qu'on va tous rechercher, cette position du fauteuil. D'accord, ok. Voilà. Après, c'est très juste que ensuite, selon qui on est, on va choisir des couleurs différentes, des symboles différents, et là, ça va s'adapter à chacun, non seulement à la personnalité de chacun, mais aussi, j'allais dire, à l'activité de travail. Et c'est vrai qu'on est en train de plus en plus de muter vers des espaces de travail qui ne sont plus personnels et qui sont plutôt par activité. Est-ce que je dois chercher à me concentrer? Est-ce que je dois chercher à créer? Ou est-ce que je dois chercher à communiquer, par exemple? D'accord, ok. Est-ce que les matières, par exemple, la matière du bureau, la forme, la couleur, ça peut avoir un effet aussi? Oui, tout à fait. En Feng Shui, on va vraiment jouer sur des matières naturelles. On considère là aussi que c'est ce qui stimule le plus l'énergie, le corps, en fait, qui est le plus en harmonie avec l'homme. Donc, on va préférer jouer sur des bureaux en bois plein, par exemple, éviter le métal, le verre, ce genre de choses qui sont plus tranchantes. Maintenant, selon comment la personne est constituée, ça peut être à débattre parce qu'on est tous reliés à un élément en Feng Shui et il y a certaines personnes qui vont être très bien avec l'élément, par exemple, métal et qui va se décliner sur des bureaux en verre. D'accord. Ça peut arriver. Ok. Donc, en fait, il faut un peu un équilibre de tout, j'ai l'impression aussi. On peut avoir un peu de tout. Est-ce que tu parlais des quatre éléments, les quatre éléments, enfin, cinq, pardon. Ouais. Oui. Tu peux nous les rappeler, du coup, c'est l'eau. Oui, bien sûr, c'est en fait le feu, la terre, le métal, l'eau, le bois. D'accord. C'est la médecine traditionnelle chinoise, excuse-moi Julie, on joue sur 5 éléments, alors qu'en médecine ayurvédique, on va jouer sur 4 éléments. Oui. Voilà, c'est pour ça que tu avais 4 en tête. Oui, le métal, oui, effectivement, je ne l'avais pas. Et donc, du coup, pour créer l'harmonie, on a besoin d'avoir ces 4 éléments-là, ces 5 éléments-là qui sont représentés?
Oui, tout à fait, parce que en fait, on considère que ces 5 éléments amènent la vie et c'est un équilibre entre ces éléments qui vont créer l'harmonie. D'accord. Voilà, donc on va vraiment chercher à équilibrer ça. Et le feng shui fait partie vraiment de la branche de la médecine traditionnelle chinoise qui s'appuie sur ces 5 éléments. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres bonnes pratiques dans l'aménagement d'espace et les espaces de travail qui peuvent être utiles à savoir? Oui, il y a quelque chose aussi que j'aime bien rappeler et qui va tout à fait dans donner du sens. C'est vraiment une valeur qu'on retrouve en ce moment et qui fait partie des critères de la QVT, donner du sens à ce qu'on fait. Absolument. Et en fait, c'est donner du sens et de la valeur aux objets qui nous entourent. Peut-être, ça peut être intéressant d'avoir avec soi sur son bureau ou sur son poste de travail un objet qui nous rappelle pourquoi on a choisi ce métier. Vous voyez, qu'est-ce qui vous a amené à choisir cette profession? Surtout quand c'est des professions de reconversion, ce sont vraiment des métiers, tu le disais, où on s'aligne, où il y a vraiment quelque chose de très profond et qui nous parle. Et si on arrive à le matérialiser sous une citation, avec une image ou un objet, ben c'est formidable. C'est-à-dire que quand on va travailler, on se relie à son essence première, à ce qui nous a vraiment motivés pour faire ça. Ça me fait penser en développement personnel. Souvent, on travaille sur le tableau de vision où ça va être un espèce de patchwork de plein d'images qui font sens pour nous et qui nous reconnectent finalement au grand pourquoi on fait les choses en fait. Hein. Exactement. Un peu ça. Ouais. Oui, j'anime d'ailleurs des ateliers Pakwa en Feng Shui où on va faire ces tableaux de vision sur les 9 secteurs de vie du Feng Shui. D'accord. Et quels sont ces 9 secteurs de vie du Feng Shui? Alors, le premier, c'est la carrière, c'est le secteur numéro 1. Le deuxième, c'est l'amour. Ouais. Le troisième, c'est en fait les fondations, les racines, la famille. Le quatrième, c'est l'abondance. Le cinquième, c'est ce qu'on appelle le centre du tai chi, en fait. Hein, c'est le milieu. Le sixième, en fait, ça va être le soutien au sens des mentors. Le septième, c'est les projets. On y met aussi souvent des enfants. Le huitième, ça va être la spiritualité. D'accord. Le développement personnel, la religion. Et le neuvième secteur, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance. Et en fait, moi, j'y mets, ça ne me parle pas forcément, la renommée, enfin, que je appelle ça. Et moi, j'y mets cette notion d'estime de soi. D'accord, ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est autant de sujets à creuser et du coup, ça nécessite aussi beaucoup d'introspection. Mais bon, je suis la première à dire justement sur ce sujet de l'épanouissement au travail et dans la vie d'ailleurs que la phase d'introspection, apprendre à mieux se connaître et se connecter à ce dont on a vraiment besoin qui est bon pour nous, c'est des phases qui sont essentielles en fait. Oui, c'est nécessaire en fait pour ne pas s'éparpiller. Oui, complètement. Voilà, pour être aligné. Et alors, je pense à tous ceux qui peuvent être un peu alors j'ai le mot bordélique qui vient, mais c'est un peu qui sont un peu désordonnés, on va dire, dans le travail et qui ont tendance à avoir des bureaux qui foisonnent de papier dans tous les sens et tout. C'est feng shui ou c'est pas feng shui ça? Alors, c'est toujours l'équilibre qui va être requis. C'est-à-dire que, en effet, si on se sent dépassé par cet amoncellement de dossiers en cours et de papier, ça va pas être favorable à une concentration et on va s'éparpiller en fait. C'est ça que ça va amener. À l'inverse, certaines personnes, s'ils n'ont absolument rien sur le bureau, ils vont avoir un sentiment d'insécurité, d'être dépouillés. Donc, ce qui est important, c'est comment on vit la chose. Voilà, pour que ça nous représente et que ça soit aussi à l'image de soi.
Donc, un peu d'ordre sur le bureau, c'est bien, mais il n'y a pas besoin non plus d'être complètement voilà, figé sur le fait d'avoir quelque chose de tout le temps bien ordonné. On peut se permettre des fois d'avoir un peu de désordre et pas de passer son temps à trier, ranger, classer. Oui, ce qui est important, on l'a tous ressenti quand on va pas bien ou quand on a besoin de mettre ses idées en ordre, on va faire du ménage. Oui, c'est vrai. Et voilà, et c'est ça, c'est-à-dire que si on a besoin d'avoir les idées bien rangées, on ne pourra pas supporter d'avoir un bureau trop en désordre. Et d'ailleurs, là-dessus, est-ce que les femmes et les hommes sont aussi sensibles sur le sujet ou il y a une sensibilité plus développée pour les femmes? Alors, par rapport au feng shui, ça va être assez féminin en effet, parce que pour l'instant, tout ce qui est décoration et développement personnel, voilà, s'adresse en priorité aux femmes. Les hommes, ils viennent petit à petit. Mais là où va y avoir beaucoup de monde en feng shui, c'est tout ce qui est géobiologie. D'accord. Toute la partie vraiment étude de la Terre, géobiologie, il y a plus de géobiologues hommes en fait. D'accord. Tu peux nous Que définir ce femmes. qu'est la géobiologie par rapport au feng shui? Oui, alors en fait, la géobiologie, hein, c'est l'étude de la Terre, hein, c'est la matière vivante, et ça joue une grande part dans le feng shui parce que pour déterminer l'énergie d'un lieu, on va regarder ce qu'on appelle les 3 niveaux du Gua, qui sont les niveaux du Yi King, qui est un livre de divination chinoise. Et le premier Gua, ça va être la Terre. Sur quoi on a construit? Est-ce que dessous j'ai un lac, des rivières? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai une terre qui a été polluée dessous? Donc évidemment, il y a une qualité énergétique au niveau de la terre. Le deuxième gua, ça va être au niveau de l'humain, quelle est la forme de mon bâtiment, qu'est-ce que je vais utiliser en mobilier, en couleur. Et le troisième gua, ça va être tout ce qui est invisible, tout ce qui peut être un peu plus céleste. Et parfois, là, on y met les mémoires. Qu'est-ce que le lieu a vécu comme histoire? Et puis, on peut y mettre aussi les ondes électromagnétiques. C'est super intéressant. Ouais. Il y a énormément de choses à creuser sur ce sujet et j'espère qu'on arrivera de plus en plus à éveiller les consciences là-dessus parce que c'est autant d'outils, comme je le disais en prélude du podcast, qui nous permettent de mieux vivre notre quotidien de façon générale, hein, de toute façon. Ouais. Et est-ce qu'il y a, pour ceux qui ont envie de creuser ce sujet-là sur leur lieu de vie et de travail, j'imagine que d'abord, il faut peut-être commencer par, je ne sais pas, une sorte de nettoyage peut-être. Comment ça se passe au début pour commencer à développer un lieu plus feng shui? Oui, alors on peut commencer par le nettoyage, qu'il soit visible ou invisible. Déjà, nettoyer, faire le ménage dans son lieu et le ranger, c'est quelque chose qui permet, c'est un préalable au feng shui, j'allais dire. Profitons Et du printemps. D'ailleurs, on parle souvent de nettoyage de printemps. oui, C'est le tout moment à de fait. désencombrer nos espaces. Oui, comme quoi, tu vois, on a conscience de tout ça. On n'y mettait pas les mots Oui, énergétiques derrière, mais on dit on fait le nettoyage de printemps. ouais, c'est vrai. Ouais. Il y a des expressions comme ça qu'on a dans nos cultures et qui montrent bien que quand même, depuis toujours, on a été relié à l'énergie. Voilà. Et puis, une fois qu'on a fait quelque chose dans le monde de visible, en effet, nettoyer énergétiquement son lieu avec l'intention, avec des méthodes de purification d'espace, que ce soit de l'encens, du gros sel ou d'autres outils, c'est très intéressant. Et il faut nécessairement passer par un expert pour faire ça ou on peut faire des choses soi-même? Alors moi, la chose qui me revient, c'est le bâton de sauge qu'on fait brûler. Alors je sais que ça se fait pas mal. Est-ce que ça, c'est faire brûler un bâton de sauge, ça permet de purifier l'espace? Oui, tout à fait. On peut faire des choses soi-même euh, euh, jusqu'à ce qu'on se sente plus ou que on réalise que finalement on est confronté à quelque chose qui est un peu trop difficile pour nous. Et là, dès qu'on tombe, qu'on bascule dans la crainte, il faut s'arrêter et peut-être faire appel à un professionnel. Mais tant que c'est des choses du style de la vie courante et des petites énergies comme ça, on peut tout à fait nettoyer soi-même avec de l'encens. Et ce qui est le plus important, c'est l'intention qu'on y met. D'accord, ok.
Donc finalement, l'intention, comment tu l'exprimes? Est-ce qu'il faut l'exprimer à voix haute ou le simple fait de se le dire, Oui, mais c'est l'alignement qu'on va avoir quand on fait ça. Mm. C'est-à-dire que si on passe son bâton de songe en étant au téléphone avec sa copine, Ouais, c'est d'accord. pas OK. C'est un acte sacré. Il faut vraiment lui donner cette valeur-là et donc prendre un moment pour se mettre en résonance avec son lieu et par ce geste et par cette pratique, dire qu'on l'honore et qu'on souhaite voilà, le purifier, le nettoyer des mémoires en cours et voilà, pour l'aérer. Et une fois que c'est vidé et nettoyé, dire au lieu ce qu'on a envie de vivre là. C'est-à-dire, maintenant, j'ai envie de vivre quelque chose de joyeux, j'ai envie d'expérimenter la joie ou d'autres sentiments. Et j'imagine qu'il y a des lieux qui sont plus chargés en énergie négative que positive. Les Bien énergies ne sûr, sont pas les mêmes. Ouais. bien sûr, oui, oui. Il y a selon les histoires, selon les personnes, parce que au bout de quelques années, en tout cas pour nos lieux de vie, l'énergie de la personne et l'énergie de lieu se synchronisent. C'est-à-dire que vibratoirement, quand on va tester, on va tomber souvent sur quasiment les mêmes taux entre la personne et le lieu. Et après, il va falloir définir est-ce que c'est le lieu qui tire la personne ou la personne qui tire le lieu. Voilà. C'est hyper intéressant. Alors, pour ceux qui nous écoutent, peut-être que ça peut vous sembler un peu perché. Je ne sais pas si vous êtes plus ou moins ouvert à ce sujet-là, mais en tout cas, parfois, c'est intéressant de se dire si on ne se sent pas bien de façon régulière quelque part, peut-être que le problème ne vient pas forcément de soi, mais peut-être de toute cette énergie qui est plus ou moins positive, qui nous entoure. Et du coup, peut-être faire ce processus de nettoyage et d'harmonisation, ça va vraiment changer les choses. Et toi, tu disais que dès le départ, quand tu avais entrepris des démarches Feng Shui chez toi à l'époque, tu avais de suite ressenti vraiment des effets. Oui. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette démarche-là en termes de bien-être? Immédiatement de la libération en fait. Alors c'est un peu comme tout, c'est-à-dire que quand on va s'intéresser à un sujet et pratiquer un peu plus, la sensibilité va s'affiner. Oui. Mais déjà juste d'accepter de ressentir et on peut sentir juste d'être plus léger par exemple. Oui. Et c'est OK d'être plus détendu dans un lieu. Il faut toujours prendre la métaphore de la plante verte. Une plante verte, quand on voit qu'elle va pas bien, on va dire elle n'est pas à la bonne place ou elle a peut-être besoin d'un peu plus d'eau ou on va lui apporter des soins différents. Et nous, quand on n'est pas bien dans un lieu, on ne va pas chercher forcément à changer les choses, on va se dire je suis pas bien. Mais voilà, ça peut venir du lieu et on peut peut-être positionner son lit autrement, son bureau autrement. On peut modifier des choses dans la pièce pour se sentir voilà, bien avec l'énergie comme une plante. Et est-ce qu'il existe un outil de mesure, je ne sais pas, une sorte de boussole, de baromètre qui, toi, par exemple, quand tu arrives dans un lieu, te permet de suite de voir si l'énergie circule comme il faut ou pas? Est-ce qu'il y a des outils? Alors, en fait, le premier outil, c'est le corps. Hein. C'est en termes de ressenti, toujours. Okay. Est-ce qu'avec l'habitude, on sent des choses avec son corps? Ensuite, évidemment, on va pouvoir utiliser tout ce qui est les outils du radiesthésiste, le pendule, les antennes de Lecher, avec voilà. Et puis, en Feng Shui, on va utiliser aussi la boussole parce qu'on va pouvoir déterminer avec les orientations boussole énormément de critères. Et on appelle ça un lopan en Feng Shui. Ce sont des très jolis d'ailleurs objets. Et on va compléter en fait notre prise de mesure avec ça. Et alors, son espace de travail, son bureau, il vaut mieux qu'il soit orienté quoi? Nord, sud, est, ouest?
C'est quoi les Alors, mieux? en fait, ça dépendra de la personne parce qu'en D'accord. fonction de l'élément auquel on est relié, on va être plus sensible à différentes orientations. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la notion dont on a parlé tout à l'heure de phénix et de tortue, Mm. parce que en plus, quand on travaille maintenant dans des bureaux qui sont plus personnels, il vaut mieux que ça soit OK pour tous, en fait. D'accord. Voilà, voilà, plus qu'orienté en fonction de la personne. Après, quand j'interviens en entreprise et que ce sont des bureaux par personne, on place les personnes, en effet, dans leur orientation favorable. D'accord. Et donc, moi, je me souviens, il y a des environnements de travail où, par exemple, les bureaux sont dos à une porte, où il y a un couloir avec des personnes qui passent sans arrêt. Enfin, ça, du coup, c'est pas bon du tout. Non, c'est pas bon du tout. On en a parlé tout à l'heure. Ouais. Le chevalier ne peut pas Ouais. être vu avant de voir. Et donc, on va utiliser des tas de remèdes en termes de décoration. Là, hein. On va prendre par exemple un fauteuil avec un dossier extrêmement haut. On va pouvoir peut-être mettre un paravent. Voilà, utiliser des choses pour que ça devienne plus confortable pour la personne. Alors, tu es aussi, Laurence, passeuse du bonheur au travail de la Fabrique Spinoza. Je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est quoi pour toi une bonne qualité de vie au travail et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'investir aussi un peu plus dans ce sujet via le Feng Shui, du coup, puisque tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est un élément très, très important pour la qualité de vie au travail, finalement. Oui, tout à fait. Ce qui, par rapport à la fabrique Spinoza, en fait, je les ai découverts avec le rapport qu'ils ont sorti il y a un an ou un an et demi sur les nouveaux espaces de travail et expériences collaborateurs, qui est vraiment un travail formidable qu'ils ont effectué. Et c'est ce qui, en effet, m'a donné envie de rejoindre ce réseau et de devenir passeuse de bonheur, là où on s'est rencontrés toutes les deux. Oui. Et comment intervenir en termes de feng shui, et ça va être surtout ce dont on a parlé, hein, c'est-à-dire donner du sens vraiment à ce qu'on fait au niveau professionnel et contribuer à un monde nouveau. Et je crois que le monde de l'entreprise est un formidable levier pour ça, pour ces nouvelles valeurs. Et je trouve que, comme tu le soulèves, alors effectivement, les espaces de travail, on en parle de plus en plus. Alors effectivement, avec la crise, on assiste à une mutation du travail, mais aussi de la façon de vivre le travail dans nos espaces. Je pense qu'il est vraiment nécessaire de s'intéresser beaucoup plus à ce sujet-là sous un angle aussi psychologique et énergétique finalement, parce qu'on se rend compte qu'en fait, un bel espace de travail, c'est pas juste avoir un joli bureau, en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça demande aussi de peut-être avoir des espaces différents, alors notamment dans les entreprises, penser des espaces peut-être qui vont être individuels pour favoriser la concentration, d'autres espaces qui favoriseront plus le travail collectif, les échanges aussi officieux, et du coup, tous ces temps de vie au travail doivent être pensés aussi peut-être en termes psychologiques, de se dire qu'il y a des personnes qui vont être plus introverties, d'autres plus extraverties. Il faut prendre en compte en fait tous ces sujets pour finalement proposer des espaces de travail qui soient en cohérence avec tout ça. Et les énergies, finalement, on n'y pense pas aussi suffisamment, mais je trouve que voilà, c'est en ça qu'il me paraissait intéressant de te faire intervenir, parce que le Feng Shui apporte cette touche-là qui est hyper pertinente. Oui, en fait, ça va vraiment jouer sur les espaces de travail, et c'est l'espace de travail qui va pouvoir conditionner la personne. En neurosciences, 95% des informations qui parviennent à notre cerveau proviennent de notre environnement immédiat. Ah oui. Donc, on se rend compte à quel point c'est important pour notre cerveau tout ce qu'il voit. Et quand on sait que la vue, c'est 84% de nos sens, en fait, hein, qui parviennent à notre cerveau, c'est le sens qui va jouer le plus sur notre cerveau. Évidemment, ce qui m'entoure, que ça soit en termes d'objets, de couleurs, de messages avec des citations, de symboles, ça va conditionner vraiment qui je suis, j'allais presque dire. En tout cas, ça va conditionner mes pensées.
dans un premier temps. Et tu Voilà. me donnes envie. Je crois que ce week-end, je vais travailler un petit peu plus sur les citations, les symboliques et m'entourer un peu plus de ce genre de messages autour de moi. Parce que c'est vrai que moi, j'ai un espace, tu vois, très épuré. Les murs sont blancs, j'ai quasiment pas de tableau et je crois que ça manque un petit peu, en fait. Et d'ailleurs, Oui. alors, je vais faire ma curieuse. Laurence, il ressemble à quoi, toi, ton espace de travail? Alors, il est très coloré, mon espace de travail, parce que j'aime la couleur. Il est dans les tons de rouge et violet. Et il est un petit peu chinoisant parce qu'on dirait un peu Njord, si tu veux. Mais D'accord. forcément, parce que c'est ma culture et que je baigne là-dedans depuis des années. C'est ma passion. Maintenant, quand j'interviens en entreprise, je veille vraiment à ne pas transformer les espaces de travail en pagode chinoise. C'est pas Oui. du tout le but. Oui, d'accord. Quand on fait appel à quelqu'un en feng shui, il ne faut pas s'attendre à ce que l'environnement devienne, voilà, qu'il y ait une forte connotation asiatique, en fait. Ça Pas n'a du rien à tout. voir. Oui, Rien d'accord. à voir, pas du Mm. tout. Moi, c'est vraiment parce que ça correspond à qui je suis et que c'est quelque chose que j'aime. Et le rouge, c'est Voilà. pas une couleur justement un peu agressive pour. Alors, dans les espaces de travail, non, ça peut vraiment être utilisé pour stimuler. D'accord. Ouais. Par exemple, dans une chambre, on va éviter parce que ça pourrait être trop yang. Mm. Voilà, en feng shui. Donc, trop d'énergie, mais dans les espaces de travail par touche, non, c'est une couleur qui peut être utilisée. Mm. Mm. Alors, moi, tu sais, j'ai toujours aimé changer régulièrement mon mobilier d'espace. Je sais pas, c'est quelque chose que j'adore faire de temps en temps, remettre le canapé ou un meuble à une autre place et tester ouais, d'autres formes, d'autres façons de vivre l'espace. Est-ce que du coup, ça fait, je sais pas, c'est révélateur de quelque chose en feng shui d'avoir besoin de changer comme ça le mobilier d'espace de temps à autre? Ben, c'est très feng shui, ça. C'est formidable parce que tu parles des choses avant que je puisse les évoquer. Ah oui. Donc, vraiment, c'est super. Oui, alors l'impermanence des choses, qui est un principe bouddhiste, c'est aussi tout à fait feng shui par le Tao, c'est-à-dire vraiment le mouvement perpétuel. Et on ne porterait pas les vêtements qu'on mettait il y a 10 ou 20 ans, pas seulement pour une question de mode, mais aussi parce qu'on a l'impression que ça reflèterait plus qui on est. Au niveau de la décoration, c'est la même chose. On a vraiment besoin de ce mouvement et que ça soit en termes de couleur ou en termes d'agencement, on invite vraiment à bouger régulièrement son bureau. Ça veut pas dire, parce qu'en feng shui, on est très écolo, hein, ça veut pas dire acheter des choses nouvelles. Oui. Ça veut dire peut-être changer de place un tableau, repeindre, déplacer, troquer, enfin voilà. Mais en effet, le mouvement, c'est la vie. Et donc, on change les choses régulièrement. D'accord. Ouais, c'est ça en fait. Moi, j'ai l'impression quand je fais ça que je redonne vie à mon appartement en fait. Hein. Mm, C'est totalement ça. Et mm, ça me fait penser, tu parlais tout à l'heure, je te demandais les premiers outils pour un peu tester les énergies. Et je pense à Marie Kondo qui est bien connue et qui avait écrit mm. La magie du Du rangement. Je crois rangement. il y a une série sur Netflix maintenant avec elle. Et je crois Mm, que elle, sa première étape pour arriver à se désencombrer, c'est de sortir toutes ces affaires et juste de les toucher, de les sentir et de ressentir ce que ça nous évoque en fait. tout à Et fait, oui, on, elle dit ça. ouais. Et on est Moi, vraiment dans je, cette histoire de ressenti en fait. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans des espaces et être vraiment connecté à ça. Oui, c'est-à-dire qu'on a toujours le dernier mot. Quand j'interviens chez des personnes, je dis, des fois on me dit oui, mais je l'ai lu dans un livre feng shui. Je dis, mais qu'est-ce que ça vous fait? Ouais. Comment est-ce que vous êtes bien avec ça ou pas? Et c'est toujours soit le dernier quoi, hein, qui va valider le choix. Mhm. Et en ce qui concerne mes objets, souvent moi j'utilise les trois niveaux, c'est-à-dire je vais me poser trois questions. Est-ce que j'aime? C'est-à-dire, est-ce que je trouve que c'est joli, ça correspond à mes goûts actuels? Est-ce que j'utilise la chose? Par exemple, si j'ai des verres à liqueur et que je bois jamais d'alcool, il n'y a peut-être pas d'intérêt. Et est-ce que ça me rappelle un bon souvenir?
Hmm. Parce qu'en fait, on sait tous d'où vient l'objet. On se souvient si on l'a ramené de vacances, si on nous l'a offert, si on l'a acheté, et dans quel état d'esprit on était, à quoi ça correspond dans notre vie. Et donc, si 3 fois je réponds oui, je garde l'objet. Sinon, je le mets de côté. D'accord, ouais. Et puis ce que tu Voilà. évoquais tout à l'heure, c'est hyper important à répéter. C'est l'idée, si c'est pas de tout changer dans son mobilier, mais aussi de récupérer des choses. Et c'est pas, voilà, c'est une démarche plus minimaliste, j'ai envie de dire, même le feng shui, non, que la consommation et l'achat de nouvelles choses. Enfin, c'est vraiment Oui, tout à un fait. environnement épuré, en fait. Ben, c'est avoir les bons objets qui nous correspondent. Ouais, c'est ça. Alors, on arrive presque au bout du podcast. Laurence, alors, c'est hyper intéressant. Moi, ça me donne déjà plein d'idées pour appliquer. Alors, bon, déjà, Super. si je me suis noté des choses. Alors, pour commencer, déjà, aérer, 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 ça, c'est hyper important. D'autant que je crois que, si je dis pas de bêtises, j'avais lu une étude qui disait que l'air à l'intérieur de nos lieux de vie était plus pollué que l'extérieur. Tout à fait. Donc, c'est hyper important d'aérer, faire Mm. rentrer le végétal aussi, et à La commencer vie. par voilà, agrémenter son bureau de plantes, etc. La Mm. biophilie, effectivement, c'est un sujet qui est très intéressant, et j'espère que j'aurai l'occasion prochainement aussi de l'aborder sur le podcast, parce qu'on a Mm. besoin de se connecter à cette nature, elle est Oui. essentielle à notre bien-être. Mm. La position du bureau aussi, avoir un bureau bien orienté, et donc avoir, alors si je me souviens de ce que tu as dit, c'est du coup avoir en face de soi le phénix qui nous permet finalement d'être ouvert à l'avenir, à l'horizon, et nous donne envie d'aller de l'avant, c'est ça? Tout à fait. Mm. Et donner du sens aussi en peut-être travaillant sur un tableau de visualisation. Vous mettez des symboles, des citations de ce qui vous raccroche au pourquoi vous faites votre métier, le sens de ce que vous faites. Ouais, c'est hyper important. Et puis penser aussi à faire un nettoyage peut-être au préalable, et puis faire appel Mm. aussi à un expert comme Laurence, c'est top. Est-ce que Mm. tu aurais d'autres conseils à partager pour conclure cet épisode? Non, ça me paraît bien. Ouais. Ça me paraît déjà bien si vous arrivez à mettre ça en place. Le lieu va être beaucoup mieux et vous allez vous sentir par ricochet mieux également. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, voilà, on a vraiment un fonctionnement de travail hybride où on va passer quand même beaucoup de temps à la maison. Et bon, voilà, vous l'avez compris, que cette enfin, moi, on peut parler de philosophie pour le feng shui? Ah, complètement. Ouais, c'est ce Oui. que tu disais, Mm. c'est un mode de vie, en fait, c'est un art de vivre. Oui, oui. Donc, appliqué à l'aménagement des bureaux, ça va vraiment permettre aux occupants de se sentir bien dans l'espace de travail, de développer des relations harmonieuses avec les autres, d'optimiser la productivité. Donc, voilà, Mm. enfin, c'est vraiment super intéressant. Oui, 94, excuse-moi Julie, Je juste t'en pour prie. donner un chiffre, Oui, 94% des collaborateurs estiment que leur espace de travail ont un impact sur leur efficacité. eh oui, ouais. Donc, Voilà. C'est dire l'importance qu'on attache à notre environnement de travail. ouais, complètement. Mm. Merci beaucoup, Laurence, pour tous ces partages de bonnes pratiques. Moi, ça m'a donné envie de mettre plein de choses en place pour mon espace de travail à la maison. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah, écoute, que ça continue et que toutes les personnes dont tu fais partie, qui interviennent pour propager ces idées dans le monde du travail continuent. Voilà, qu'on continue tous ensemble à changer le monde du travail. Et puis, voilà, enfin, pour ceux qui nous écoutent, vous l'avez compris, il y a des tas d'approches différentes à creuser pour vraiment vivre en harmonie avec le travail, hein. Et la souffrance au travail, elle est encore bien présente, et même de plus en plus avec la crise sanitaire là qu'on est en train de traverser. Donc, il ne faut pas lésiner sur les méthodes et les outils pour vraiment favoriser un maximum d'harmonie dans notre quotidien, en fait, hein. Exactement. Merci beaucoup, Laurence. Merci Julie, ça a été vraiment un plaisir de partager ce moment avec toi. Merci beaucoup. Et pour ceux qui nous écoutent, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, eh bien, je compte sur vous pour harmoniser vos lieux de vie, parce que vous l'avez compris, c'est éminemment important. Merci Laurence, et prenez soin de vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là.
Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me fera très plaisir et c'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et permettre à d'autres de le découvrir plus facilement. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon compte LinkedIn à Julie Artis ou sur Instagram avec le pseudo Génération CHO. Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.